Bonjour tout le monde. Bonne dernière journée du mois de novembre, mesdames et messieurs. Je m'appelle Jean-Daniel Doucet, je suis vulgarisateur scientifique et je suis extrêmement heureux d'être là aujourd'hui pour ce 9e forum d'échange des fonds de recherche du Québec et du Palais des Congrès de Montréal. Ça mérite une main d'applaudissement, mesdames et messieurs. Oui. C'est ma 4e animation de ce congrès. Je suis aussi, je tiens à le mentionner, un ancien boursier des fonds de recherche du Québec. Ça date un peu. Alors, je suis extrêmement content d'être là avec une centaine d'étudiants, étudiantes, chercheurs, chercheuses, des profs, des pros de la communication, des membres de la société civile également. Tout ce beau monde-là pour réfléchir ensemble à notre démocratie. Alors, merci d'être là. Bravo, vous êtes déplacés. Et la première question, elle apparaît à l'écran. Vous l'avez déjà peut-être pour certains d'entre vous. C'est la suivante. Qu'est-ce que la démocratie pour vous en un mot? Et là, je demandais aux chercheurs de vulgariser tout à l'heure. C'est vraiment un excellent exercice pour démarrer. En un mot pour vous, qu'est-ce que la démocratie? Alors, j'ai consensus. Participation, liberté, assemblée, partage du pouvoir, citoyenneté, inclusion. On a plein de belles propositions quand même. Choix, vous les voyez apparaître à l'écran. Participatif, liberté. Majorité, on vient de l'obtenir avec notre vote pour les consignes. Expression, égalité. C'est donc bien beau ça. Je pensais que ça allait être triste comme événement sur la démocratie, mais je trouve qu'on a plein de belles expressions. Ce qui revient le plus souvent, c'est la participation. Vous êtes là pour participer aujourd'hui. Ça tombe bien, mesdames et messieurs. Alors, je pense qu'on a une belle vision globale de notre démocratie avec ce nuage de mots. Mais sur la planète, c'est peut-être un petit peu moins beau. Vous avez probablement vu les conflits en Ukraine avec la Russie, conflits au Moyen-Orient, la montée de certains régimes autoritaires. Ça a de quoi nous inquiéter. Il y a d'ailleurs un rapport suédois de l'Institut international de la démocratie et de l'assistance électorale qui est paru le 2 novembre dernier, qui soutenait que la démocratie stagne ou est en déclin à travers la planète. D'ailleurs, il y a la moitié des 173 pays analysés dans l'étude où la démocratie est en recul. Pour le rapport, la démocratie serait qu'un problème qui ne touche que les pays occidentaux. Alors voilà, je devais être divertissant, moi, aujourd'hui. On va tâcher de l'être, mais à tout le moins, mon premier invité, lui, c'est rendre la démocratie plus accessible. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi M. Philippe Dubois. On applaudit. À la maison aussi. Philippe, pendant qu'il s'installe, tu veux venir près de moi, Philippe, pour qu'on se rapproche un peu, qui est professeur adjoint en communication publique et politique à l'ENAP, qui travaille en communication numérique et enjeux sur la gouvernance municipale, provinciale au Québec et au Canada. C'est aussi un invité régulier, pas juste des panels des fonds de recherche du Québec, mais également un invité régulier comme consultant, conférencier et analyste dans les médias traditionnels, j'ai envie de préciser. Alors, bonjour Philippe, allô? Bonjour. Ça marche pas, on devrait allumer Je vais t'aider à allumer le micro. Et voilà, c'est fait. Philippe, comment ça va? Ça va très bien. Ça marche pas, est-ce qu'on entend? Philippe, c'est le micro qui était au bout complètement. C'est bon? Ça fonctionne, OK. Et voilà. Ça arrive toujours aux profs en com, ces trucs-là. Hein? Voilà, le cordonnier mal chaussé. Tout à fait. Mais écoute, maintenant on t'entend, Philippe, on est content de t'entendre. Moi, je suis content de pouvoir t'entendre sur le nuage de mots qu'on a vu qui était relativement positif. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nuage de mots-là, Philippe? Je trouve ça très intéressant. Et là, c'est le politologue qui parle parce qu'à la fois, on avait des concepts, on avait des valeurs, on avait des moyens d'action. Et je pense que ça traduit bien le fait que la démocratie, on sait, vous et moi, à peu près ce que c'est. Généralement, on y est attaché. C'est une valeur qui nous définit, ou du moins un idéal qu'on cherche à atteindre. Mais lorsqu'on vient pour le définir, alors là, c'est un défi. Et là, on se rend compte que souvent, on n'a pas la même conception de quelles sont les valeurs centrales à ce régime-là, quels sont les moyens d'action à privilégier, quels sont les concepts clés pour le comprendre. T'sais, mettons que tu me demandais à moi une définition de la démocratie, Philippe, je suis pas sûr que je t'en donnerais une super bonne. Puis avant de débattre, de discuter, je pense que c'est bon de s'entendre sur les termes. Fait que mettons que tu nous donnerais une petite définition de la démocratie, Philippe. Je vais être plate dans ma réponse.
Si on voudrait avoir une définition définitive, universelle de la démocratie, on aurait probablement une maudite bonne thèse de doctorat qui serait probablement contestée 2 semaines après. La démocratie, c'est un idéal à atteindre. Hein? Okay. C'est le fait qu'on cherche à donner au peuple une voix au chapitre, mais ça peut se décliner de différentes manières. Est-ce que la démocratie elle est représentative? Est-ce que la démocratie elle est directe? Il y a plusieurs façons de déployer, d'opérationnaliser ce concept-là, mais il y a quand même, hein, je laisse pas les mains vides, là. Parce que ça faisait un peu réponse de chercheur, là, jusqu'à maintenant. Ou de politicien. Ou de politicien, effectivement. Mais il y a des piliers. Disons que peu importe la définition qu'on veut donner, peu importe les valeurs qui nous animent, la démocratie, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend des opportunités de délibération. Que ce soit le débat public, que ce soit l'accès à une presse libre qui est capable de faire son travail, que ce soit la participation publique en continu, que ce soit être en mesure de rejoindre les élus, peu importe, il faut être capable de faire un débat public. C'est essentiel. Deuxième pilier, ce débat-là doit se faire avec le plus de gens possible. Il faut être capable d'y participer parce que oui, si je dis j'organise une élection demain matin, mais que finalement il y a la moitié de la salle qui ne peut pas y participer parce que j'ai décidé que c'est ça, ben c'est pas vraiment une démocratie. Si on exclut des gens du débat, si on empêche la tenue de débat, ben là on vient jouer sur des valeurs fondamentales de démocratie. Et peut-être le troisième pilier, celui qui peut-être m'intéresse le plus comme prof à l'ENAP parce que des formations professionnelles, mais c'est l'importance des institutions. Il faut faire fonctionner cette machine-là. Il faut qu'il y ait des chiens de garde pour la protéger. Il faut des processus pour que ce soit transparent. Donc, les institutions publiques sont un maillon essentiel de la chaîne qui donne corps véritablement à cette démocratie, à ce processus de prise de décision et de gouvernance en commun. C'est très clair, ça. Merci, Philippe. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, là, puis on reviendra tout à l'heure sur les piliers de la démocratie, puis à quel point ils sont atteints, attaqués. Mais là, je lisais un article sur Radio-Canada, le site web de Radio-Canada. Il y a 10 % seulement de la population mondiale qui est dans une vraie démocratie. La démocratie, c'est plutôt récent où on l'applique comme telle. À quel point c'est une utopie, la démocratie, Philippe? La démocratie, puis il y a plusieurs façons de le mesurer aussi, dépendamment des classements, dépendamment des études. À quel point c'est une utopie? Moi, je parle d'un idéal à atteindre. C'est vraiment, on cherche à créer le meilleur système de gouvernement qui donne le plus de rôle aux citoyens, tout en demeurant gouvernable. Puis c'est un peu cliché, mais moi, je l'aurais dit toujours à mes étudiants. Churchill disait que la démocratie, c'est le pire système de gouvernement, hormis tous les autres. C'est-à-dire que c'est un peu un compromis. C'est un peu là où on est arrivé, de dire, bon, ben ça fonctionne. Puis encore une fois, la démocratie en France, puis la démocratie au Québec, puis la démocratie aux États-Unis, ça ne veut pas dire la même chose, puis ça ne se vit pas de la même façon. Mais on a quand même une vision générale qui peut nous ramener à ce qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays, de moins en moins malheureusement, qui vivent en régime démocratique. Puis ce que ça me souligne tout ça, c'est qu'on la prend un peu pour acquis, finalement, la démocratie. Chez nous, on prend par acquis que c'est le système par défaut, mais au contraire, il faut y faire attention, si je comprends bien. Mais pourquoi il faut y faire attention? Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut rien prendre pour acquis. Et encore là, c'est un peu convenu de le dire comme ça, mais surtout, ma génération, les plus jeunes, on n'a jamais eu à se battre pour la démocratie. Si on est né, là, moi je suis né à Beauport, dans le nord de la ville de Québec. On salue les gens de Beauport à la maison. On salue les 3 personnes qui nous écoutent. Maman, papa, bonjour. Je me suis jamais senti menacé dans mon intégrité physique, dans ma capacité de participer au débat public. J'ai jamais, même longtemps, été intéressé à le faire parce que, c'est un peu convenu, puis les élections, c'est pas très sexy, puis c'est un peu compliqué. Donc, on vient qu'on est un peu trop gâté de vivre en démocratie, mais on se rend compte de plus en plus que les 3 piliers dont j'ai présenté tout à l'heure, ils commencent à vaciller un peu, puis c'est facile d'agir pour limiter les débats publics, pour limiter les opportunités de certains groupes à participer à ces débats publics-là, à attaquer les institutions. Et tranquillement, si on s'y intéresse pas trop, on peut se retrouver avec des mauvaises surprises. On peut se retrouver avec un climat social et politique qui devient de moins en moins propice à la démocratie. Mais justement, le climat social, chez nous, au Canada, au Québec, est-ce
Est-ce que l'état de notre démocratie il est moins pire ici? Je lisais encore une fois sur le site web de Radio-Canada que l'indice de démocratie du The Economist Intelligence Unit a reculé au Canada en 2021 avec la pandémie. La pandémie a affecté notre démocratie, Philippe. J'ai envie de dire, quand on se compare, on se console. On fait encore bien dans les classements internationaux. On fait encore bien, je pense, dans la pratique aussi. Ouais. La démocratie, c'est vrai que la pandémie a été difficile pour la démocratie, entre autres parce qu'il y avait une situation exceptionnelle. Et qui dit situation exceptionnelle dit mesures exceptionnelles. Mm-hmm. Et ce qu'on observe, c'est que dans certains pays, il y a eu les mesures exceptionnelles et elles sont restées. Mm-hmm. Ou elles sont restées en nombre assez important pour limiter l'exercice démocratique normal. Il n'y a pas eu un retour à l'arrière. Moi, je suis un optimiste dans la vie. Et je trouve qu'on n'est pas si mal foutu encore. Okay. Et je prends pour preuve le fait que, oui, on a appliqué au Québec, par exemple, des mesures restrictives. Mais ces mesures-là étaient d'abord prévues dans une loi votée démocratiquement. Hein? C'est pas sorti de nulle part. Et ces mesures-là ont été abolies après la situation exceptionnelle. On a pu entendre des voix discordantes quand même pendant la pandémie. Et pendant leur application, il y avait un débat sur le bien fondé de ces mesures-là, sur est-ce qu'on avait le bon cap, est-ce qu'on avait le bon capitaine pour nous rendre à bon port. Donc, tout ça, moi, me fait dire qu'on n'est pas tombé du jour au lendemain dans une dictature et certaines balises ont été présentes tout au long pour garder le cap sur la démocratie. Évidemment, rien n'est parfait, mais on a l'occasion, comme citoyens, de renvoyer nos chers politiciens lorsqu'ils ne nous satisfont pas. Alors, on peut pas voter. Bien, on aurait pu changer de gouvernement dans les élections qui suivront la pandémie. Est-ce que ça va mieux aussi dans les dernières années? Il y a un rapport du cabinet de communication Edelman qui a mesuré en 2022 un retour de la confiance dans les institutions dont on parlait tout à l'heure, Philippe, à un niveau pré-pandémique. Est-ce que notre démocratie, la confiance dans les institutions se sont réparées dans l'année ou deux qui viennent passer? Je pense que si... Encore une fois, dépendamment des études, dépendamment des indicateurs qu'on prend, ce qu'on constate, c'est que grosso modo au Québec, notre impression face au système démocratique demeure généralement stable. Ceci dit, il n'est pas très élevé. Hein? C'est comme au cégep, ça prend 55 % pour passer au cégep. Même si on passe, ça ne veut pas dire que c'est un succès phénoménal. Bon. Les taux d'appréciation de la démocratie au Québec varient, surtout en fonction des questions que l'on pose aux gens. Ça, c'est important aussi. Il y a des gens qui sont profondément insatisfaits des personnes qui sont élues. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'ils rejettent la démocratie? Non. Il y a des gens qui sont très cyniques envers les institutions. Est-ce que ça veut dire qu'ils rejettent la démocratie? Non. Il y a des gens, par exemple, c'est sorti tout récemment, les gens de l'Institut du Nouveau Monde qui ont commandé un sondage où le Devoir titrait « Un tiers des Québécois ne croient pas en la séparation des pouvoirs ou pensent qu'il y a un problème avec la séparation des pouvoirs ». Mais le même sondage dit que les gens sont plus satisfaits de la démocratie. Donc, c'est intéressant lorsqu'on analyse des données de penser aux questions aussi. Et ça montre l'importance de faire de la pédagogie. Puis je disais tout à l'heure que la démocratie, on la prend pour acquise. On la prend pour acquise parce qu'on la connaît pas, en fait. C'est que c'est un état de fait. Moi, dans mon parcours scolaire, j'ai jamais eu de cours d'éducation à la citoyenneté. Donc, quand je suis allé voter pour la première fois, ben, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Ben, minimalement, j'ai quand même voté, je vous rassure. Mais il faut une éducation. Et là, il y a des spécialistes de ça dans la salle, pas moi, mais l'importance... On en parlera dans le deuxième panel, d'ailleurs. Et j'en profite pour mentionner également qu'on salue les gens de l'Institut du Nouveau Monde qui sont dans la salle aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, juste un exemple pour montrer mon point. J'enseigne, moi, les gens qui sont dans mes classes, c'est des gens au 2e, 3e cycle, majoritairement des gestionnaires qui ont une carrière dans la fonction publique, qui sont à un certain âge. Et j'enseigne un cours de politique 101, et ces gens-là apprennent plein de trucs. Alors, c'est pas vrai que parce qu'on est dans un système puis qu'on fonctionne dans un système depuis longtemps qu'on comprend d'où vient un projet de loi puis comment un budget est voté puis quels sont les pouvoirs de telle et telle personne. Alors, il ne faut rien prendre pour acquis. On parlera dans le deuxième panel du cours de citoyenneté et culture québécoise, qui est peut-être une occasion de parler de notre système démocratique à l'école, ou pas. On verra un peu plus tard. Mais j'ai envie de te poser la question, à savoir, on parlait des jeunes de leur méconnaissance de notre système démocratique.
Est-ce que les jeunes croient encore à la démocratie? Philippe, on a souvent l'impression que les jeunes vont nous sauver. Moi, je fais la tournée des écoles secondaires. On entend les jeunes, en environnement, c'est eux qui vont prendre le relais, agir. Les jeunes ne sont pas tous égales, pas tous pareils. Il y a une enquête de l'ONG Open Society Foundation, à peu près de 36 300 personnes dans 30 pays, qui montrait que 35 des 18 à 35 ans étaient prêts à s'accommoder d'un régime autoritaire ou illibéral, ce qui est plus que les personnes de 55 ans et plus. Je répète ma question. À quel point les jeunes croient encore à la démocratie, Philippe? J'ai consulté la littérature avant de venir pour voir quelles étaient les grandes tendances mondiales. Et il y a quand même un courant important en littérature qui suggère que les plus jeunes générations, dans les régimes démocratiques occidentaux, sont moins attachées à la démocratie que les générations précédentes. Alors là, il y a une question à se poser. J'ai pas la réponse, malheureusement, cet après-midi. Si je l'avais, ça serait peut-être qu'il y a des gens dans la salle ont des pistes de solutions. Je rappelle qu'on est là pour ça aujourd'hui. Et c'est probablement très complexe. Il y a plusieurs variables pour arriver à ce résultat. Là, mais donc, il y aurait une tendance, effectivement, qu'on observe mondialement. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas prendre les jeunes comme un corps monolithique. Hein. On dit souvent les jeunes c'est ci, les jeunes c'est ça. Ouais. Les jeunes, c'est plus complexe. Les jeunes, c'est des divers segments de la jeunesse avec un processus de socialisation politique différent en fonction de leur milieu, de leur expérience de vie, tout ça. Ouais. On ne peut pas prendre pour acquis qu'ils pensent ou qu'ils ne pensent pas quelque chose et que donc ça va produire tel résultat. Par exemple, au tournant des années 90, et certains de mes collègues chercheurs écrivaient des trucs du genre « On sait aujourd'hui que les jeunes sont plus souverainistes que les plus vieux, donc c'est réglé. Dans les années 2000, le Québec va être souverain. » Il n'y a moins pas gros, on est presque rendu. Visiblement, les jeunes n'ont pas livré la marchandise, du moins. Oui, ont changé d'opinion, parce qu'on peut changer d'opinion en vieillissant aussi. Et voilà. Et dans l'expérience de vie aussi, on peut changer d'opinion politique, mais on peut changer d'attitude politique. Une variable à prendre en considération, c'est qu'on sait que les gens mariés votent plus que les gens célibataires. Et on se rend compte, quand on raffine l'analyse, c'est que, mesdames, vous votez généralement plus que messieurs. Et lorsque vous formez un couple hétérosexuel, mais probablement que madame force ou sort monsieur à aller voter, où il y a une influence, une socialisation dans le vote. Alors, on peut évoluer dans la vie, c'est une toute bonne nouvelle. Alors, dans les solutions à remettre à Rémi Quérillon, le mariage, encourager le mariage pour augmenter les points de vote. Je vais ouvrir les questions dans un instant. C'est un forum d'échange sur la démocratie. Je rappelle les règles, notre deal qu'on a fait tantôt, civisme et civilité, puis il s'est exprimé succinctement, chercheurs et chercheuses. Peut-être juste un petit mot sur la désinformation, Philippe. Il y a Pascal Lapointe de l'agence Science Presse qui écrivait le 13 novembre dernier que pour miner une démocratie, il n'y a rien de mieux qu'une désinformation bien organisée, entre autres en ciblant les scientifiques. La désinformation, est-ce que c'est la pire menace à notre démocratie, Philippe? C'est clairement une des pires menaces et j'ai envie de dire la plus sournoise aussi. Parce que la démocratie fonctionne si on a accès à de l'information. L'information, c'est un peu l'essence, puis un moteur, pas d'essence, bien, ça ne fait pas grand-chose. Ça va pas loin. On a besoin d'alimenter le moteur. La communication, l'information, c'est ce qui nous permet de porter un jugement sur l'état des choses, c'est ce qui nous permet de participer au débat public et c'est ce qui nous permet donc de faire fonctionner cette démocratie-là. Alors, c'est un bouton fantastique sur lequel appuyer si on veut déstabiliser le processus au complet. Hein? Mettez du sucre dans le gaz, puis ça se peut que vous irez pas loin en auto. Mais c'est un peu la même chose, et c'est la stratégie qui semble être privilégiée par plusieurs acteurs qui ont intérêt à déstabiliser les démocraties telles qu'on les connaît. Après, si je me fais l'avocat du diable, c'est quand même difficile que pour chaque citoyen d'avoir l'information qu'il faut pour s'exprimer sur chaque débat, chaque enjeu social. Moi, j'ai de la misère à suivre la parade parfois. À quel point c'est utopique que tout le monde ait l'information suffisante pour participer à une démocratie, Philippe? Je me fais l'avocat du diable. En fait, non, mais tu as raison. C'est tannant, la démocratie. C'est tannant parce que ça nous demande un effort d'acquisition de l'information puis de traitement de l'information. C'est une job être en démocratie. Être citoyen, c'est une job. Là. Tout à fait, effectivement. Alors, il faut en être conscient, puis il faut en être conscient dans nos vies de fous, puis évidemment que
tous et toutes ne sommes pas des politologues. C'est une très bonne nouvelle, par ailleurs. Je pense qu'on ne soit pas tous et toutes des politologues. Mais il faut en prendre conscience. Ouais. Et évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde ait une connaissance encyclopédique de tous les sujets politiques. Mais de là, je reviens à l'importance de la circulation d'informations. Lorsqu'on en discute, lorsqu'on échange, lorsqu'on s'abreuve de différentes sources, lorsqu'on participe à cet écosystème-là, on maximise nos chances de mieux comprendre les enjeux qui nous tiennent à cœur. Et là, ça nous permet de participer. De sens critique, mais le sens critique, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident à définir non plus. On va le voir dans un instant avec nos prochains panélistes qui manquent pas, eux, d'esprit critique. On va parler de littératie scientifique et médiatique et on va explorer ça, mesdames et messieurs, avec Mélissa Guillemette, qu'on applaudit. Ben oui, on l'applaudit. Qui nous fait d'excellentes suggestions. Vacances en plus d'être rédactrice en chef du magazine Québec Science. On a également avec nous M. Normand Landry, qu'on applaudit. Professeur au département de sciences humaines, lettres et communications à la TÉLUQ et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et aux droits humains. On a également Élise Rodrigue-Poulain. Bonjour, on l'applaudit. Qui a une maîtrise en sciences de l'éducation, qui est auxiliaire de recherche à l'Université de Sherbrooke, enseignante au primaire aussi, c'est important de le préciser, et membre du conseil d'administration de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec qu'elle représente aujourd'hui. Alors, peut-être quelques chiffres en débutant, chers panélistes. Le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information a mandaté récemment la firme de sondage Léger, avec un sondage web, mais quand même, auprès des Québécois pour mesurer leur perception et leurs croyances liées aux médias et à la désinformation. Le sondage a été tenu pendant du 15 au 18 septembre dernier. Et ce qu'on peut voir à l'écran, ce sera affiché, que 42 % de la population a peu ou pas confiance envers les publications des réseaux sociaux qui relaient les actualités des médias traditionnels. Et si on transfère vers du côté des croyances de la population, on voit que 44 % de la population pense que les médias traditionnels manipulent l'information qui est diffusée et que 25 % des gouvernements cachent la réalité de la nocivité des vaccins, ce qui est une augmentation de 5 points depuis 2021. Et la proportion est encore plus grande chez les personnes plus jeunes de 18 à 35 ans. Les données, si vous voulez les consulter, sont disponibles sur la firme Léger sur leur site web. Alors, panélistes, on remet en question les médias, on remet en question les résultats de la science. C'est quoi l'état de la littératie scientifique, de savoir comment la science fonctionne, mais aussi de la littératie médiatique, comment les médias fonctionnent au Québec? On va s'interroger là-dessus. Peut-être quelques chiffres pour débuter. Mélissa, sur à quel point on sait comment la science fonctionne au Québec, la littératie scientifique. Tu as fouillé la question pour nous. Oui, j'ai cherché des données pour savoir justement à quel point on est à l'aise ou pas avec la science ou son fonctionnement. Le mieux que j'ai trouvé des données de 2014 qui viennent du Conseil des académies canadiennes et qui placent le Canada en première place sur 35 pays en matière de littératie scientifique. Donc, 42 % des Canadiens auraient une base en sciences assez solide. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait parce que quand même, 53 % des répondants ne savaient pas que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus. Donc, évidemment, antibiotiques, c'est efficace contre les bactéries. Donc, c'est pas parce qu'on était au premier rang que tout est parfait non plus. Au Québec, j'ai trouvé des données sur la littératie par rapport à la santé. On dit que 2 adultes sur 3 ont un faible niveau de littératie en matière de santé. Ça nous vient du Centre de littératie en santé du CHUM. Et chez les 65 ans et plus, on passe à 95 % des gens qui ont une faible littératie. On peut imaginer que c'est difficile. Avec les problèmes de santé qui viennent en vieillissant, oui, c'est ça. Puis dans le cabinet du médecin, ça veut dire que finalement, c'est très difficile de comprendre ce qui nous arrive. Mais, d'un autre côté, je voulais aussi souligner qu'il y a eu un sondage de l'ACFAS et de la Fondation canadienne pour l'innovation en 2021 qui montrait que 59 % des 18 à 24 ans ont un état d'esprit favorable à la science. Donc, il y a
un intérêt, une belle vision, quelque chose de positif. Il y a une ouverture par rapport à la science et qu'on peut exploiter. C'est ça, et que moi, je pourrais dire qu'on voit, je voulais juste vous partager là, à Québec Science, quand on regarde les données de qui visite notre site Web, ça me fait toujours capoter, comme on dit. Combien de gens par année? Combien de gens par année vont sur le site Web de Québec Science? Un peu plus de 4 millions de visites par année, mais quand on regarde la segmentation, c'est quasiment parfait. T'sais, les tranches d'âge, on a des jeunes, très jeunes, des 7 ans, 8 ans, 9 ans qui viennent, puis on a des très âgés, puis c'est quasiment parfait. Donc, il y a comme... Ça me laisse croire qu'il y a un intérêt pour la science. Oups. Normand qui n'a pas écouté ma consigne de tout à l'heure de mettre son téléphone sur vibrateur. C'est distribué dans la population, cet intérêt quand même pour certains sujets scientifiques. Voilà. Alors, j'ai envie de me tourner vers Élise. Allô, Élise. On parlait des jeunes il y a un instant. Où en est leur littératie scientifique? Il y a une ouverture par rapport à la science, mais à quel point ils s'y connaissent sur comment ça fonctionne? Puis j'ai envie de parler des profs aussi, peut-être? Oui, donc je vais vous parler d'une étude qui a été faite en 2021, donc sur des adolescents de Montréal. Ils comparaient 2 articles, un en pseudosciences, un scientifique. Puis ce que l'étude a relevé, c'est que les adolescents ne savaient pas comment bien reconnaître un média. Ils ne savaient pas quels critères utiliser. Puis quand on leur demandait, par exemple, de douter ou d'expliquer leur raisonnement, souvent c'était des raisons plus personnelles ou ils allaient se fier à leurs parents, à leur personne enseignante. Donc, ils trouvaient ça assez difficile. Aussi, ils ont relevé que lorsqu'on voyait des chiffres, des statistiques, même si elles sont sorties de leur contexte, les ados y croyaient un peu plus fortement. Puis, donc, c'est ça. Donc, ça ressemble à ça chez les adolescents à Montréal. C'est assez récent quand même comme étude. Je pense qu'il y a une manière d'aller leur montrer comment bien se repérer à travers les médias. Quand on parle des personnes enseignantes, on parle quand même de plusieurs études à travers le monde montrent qu'elles ont un niveau faible ou moyen en pensée critique. Donc, ces études-là ont aussi relevé quand même que lorsqu'une personne enseignante vraiment lit plusieurs types de médias différents, s'intéresse réellement à des sujets variés, donc lit beaucoup, le niveau de pensée critique augmente, ainsi que lui de la littératie médiatique ou scientifique. Donc, c'est quand même un lien. Il faut former aussi les enseignants et on reviendra plus tard sur la pensée critique. Normand, j'imagine que tu as reçu un appel pour te souligner qu'on est en crise épistémique présentement. C'est un peu ça, hein? Oui. Pour ceux qui se posent la question, là, quand on dit qu'on traverse une crise épistémique, c'est en règle générale, les gens ont une confiance, un niveau de confiance assez élevé dans le processus scientifique. Hein, le mode d'acquisition des connaissances qui nous permet d'être et d'agir dans le monde, basé sur la science, basé sur le fait que si on fait assez de tests, l'avion ne s'écrase pas, l'avion peut voler essentiellement. Ce processus-là est acquis, reconnu et validé par la plupart des gens. Et ça ne change pas beaucoup depuis plusieurs années. C'est assez stabilisé, ça, au sein des sociétés occidentales. Ce qui change, c'est les figures d'autorité disposant d'un capital de crédibilité nécessaire pour s'autoriser à parler au nom de la science, au nom des autorités qui peuvent nous aider à nous aiguiller pour prendre des décisions difficiles. Il y a un certain nombre de figures qu'on remet de plus en plus en question dans l'espace public. La figure du scientifique, la figure de l'universitaire, la figure du journaliste notamment, la figure du haut fonctionnaire et évidemment, mais ça c'est pas nouveau, la figure de l'homme et de la femme politique aussi, qui ont traditionnellement été des figures qui nous ont orientés à prendre des décisions difficiles. Donc cette remise en question des intermédiaires ou des figures d'autorité, c'est vraiment un trait caractéristique de la problématique qu'on voit à l'heure actuelle. Il y a une politisation, en fait, de ce qu'on est en train de voir, des corps de métier sur lesquels on s'est appuyé traditionnellement pour pouvoir avancer en se basant sur des faits, la vérité ou encore des savoirs. Encore là, je l'ai mentionné tout à l'heure, esprit critique, c'est pas si simple à définir que ça. Je vois Élise qui hoche la tête. Normand, comment on pourrait définir l'esprit critique là, en quelques mots? Veux-tu y aller ou tu veux que... C'est probablement un des plus gros mots valises galvaudés dans le débat public à l'heure actuelle quand on parle de désinformation. Les gens s'imaginent que l'esprit critique, c'est la capacité à formuler une critique éclairée sur un objet extérieur.
c'est une petite partie de la vérité. Quand on parle d'esprit critique, c'est d'abord et avant tout un réflexe autocorrectif et d'auto-évaluation envers nous-mêmes. Donc, c'est prendre pour point de départ les schémas avec lesquels nous interprétons l'information, nous les décodons, nous l'évaluons, et beaucoup, et surtout, la volonté de réviser les critères que nous appliquons pour juger, en fait, de la crédibilité d'une information, de la validité des faits, des figures d'autorité. Donc, c'est non seulement un désir... Oh, mon micro est... Oh, voilà, changement de micro, Voilà. fluide. 1, 2. Moi, je suis censuré aujourd'hui. C'est le troisième micro, 1, celui 2, de... 1, 2. 1, 2, lui. Non. 1, 2, 1, 2. Ça a l'air que je dérange en haut lieu. 1, 2 encore. On va parler très fort. 1, 2. Je vais peut-être essayer... 1, 2. Ah, voilà, on l'a. On l'a. Phew! Bon, Le gouvernement étranger qui influence ta capacité à t'exprimer, peut-être. Normand, alors peut-être répéter où on en était avec Mais très l'esprit critique. clairement, là où les gens font l'erreur quand on mobilise le concept d'esprit critique, c'est cette idée que ça s'exprime d'abord avant tout sur un objet externe. C'est une volonté, un désir, une capacité de se regarder soi-même, hein, et de changer. Et les gens sont profondément réfractaires à ça. Lorsqu'on a des opinions, lorsqu'on a des valeurs, lorsqu'on a des idées, lorsqu'on est plein de certitudes, c'est nos identités personnelles, c'est notre confort psychologique, c'est notre réseau social. Changer d'idée implique une certaine force de caractère également, une capacité de ne pas se voir attaquer dans notre être si on fait la décision de réviser nos critères d'évaluation. Et c'est uniquement lorsqu'on possède la volonté et la capacité de remettre en question nos propres critères d'évaluation qu'on peut appliquer ensuite cette grille externe-là sur un objet extérieur et par la suite, bien sûr, être ouvert à réviser notre évaluation. Voilà. Élise, tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Puis, il ne faut pas oublier non plus l'aspect émotif par rapport à la pensée critique. Que ce soit d'un extrême ou d'un autre extrême, lorsqu'on est trop dans l'émotion, on n'est plus en capacité de réviser justement notre grille personnelle, on n'est plus à l'écoute. Donc là, ça devient très difficile. Puis quand tu nous as présenté qu'on manquait pas d'esprit critique, ben, je viens de dire, j'ai pas une pensée critique en tout temps. Puis je pense pas que personne... Non, en faisant ton ici, dans la épicerie, t'as pas salle, d'esprit critique dans le non, piton? malheureusement. Ouais. Mais donc, je pense qu'il faut aussi relativiser puis dire qu'on peut pas être critique en tout temps à 100% de notre vie, là. Donc, il faut quand même choisir où est-ce qu'on veut l'être, là. Je comprends. J'aimerais ça qu'on parle un peu de littératie médiatique, mesdames et messieurs. On est là pour trouver des solutions, pour trouver comment contrer la désinformation. Je lisais un article du détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse, comme quoi c'était pas gagné, tout ça. Mais il y a peut-être l'espoir, Élise, avec le nouveau programme de culture et de citoyenneté québécoise qui a fait son entrée dès le primaire cette année à la place d'éthique et culture religieuse. Ce programme-là laisse une grande place aux médias d'information, à une posture critique par rapport à l'information, puis à des critiques du numérique. Ça me semble une bonne chose. En tout cas, le philosophe Normand Baillargeon était bien emballé dans Le Devoir la semaine dernière. Élise, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce programme-là? Commençons par ça, le verre à moitié plein. Oui. Donc, si je parle quand même du nouveau programme, il y a plusieurs points très positifs. On a des thématiques comme la thématique des médias. On a aussi la thématique de vivre ensemble. Dans la thématique de vivre ensemble, ben, il y a des aspects qui vont toucher la démocratie. Donc, ça va être de parler aux élèves, c'est quoi une démocratie? C'est quoi les aspects qui font en sorte qu'on peut parler d'une démocratie, etc. Bon, de partir quand même de niveaux un peu plus petits dans l'école. Par exemple, souvent, ils ont des conseils de classe, etc. et d'aller un peu plus loin, tranquillement, pas vite. Puis au niveau des médias, on parle vraiment de donner des outils, des critères pour que les élèves ne se sentent pas désemparés devant les vidéos, devant l'intelligence artificielle qui peut truquer des choses. Donc, c'est vraiment d'aller voir avec eux toutes ces choses-là. Donc, il y a quand même du positif dans le programme. Je pense qu'il peut apporter plusieurs choses. Mais... Oui, mais... là, je parle comme enseignante. Ouais. Là, je mets mon chapeau d'enseignante. Parce que tu l'as vécu cette année, ça? Oui, je l'enseigne sur 3 groupes cette année. On a reçu le programme le 25 août. La rentrée scolaire était le 28 août. Oui. Donc, nécessairement, on n'a pas l'occasion de bien se l'approprier, de bien pouvoir l'enseigner. Il y a très peu de ressources qui sont disponibles en ce moment. C'est sûr que cette année, c'était pas obligatoire de l'implanter, le programme. Il faut quand même le mentionner. Ouais. Mais reste que c'était des choix d'école de l'implanter ou non.
c'est à voir l'année prochaine, est-ce que ça va être obligatoire? Est-ce qu'on va être en capacité d'avoir assez de ressources, assez de formation pour nous aider? Parce que quand on parle de formation, lors de ce magnifique courriel également, il y avait de l'offre de formation en décembre, mais qui n'était pas financée par le Centre de services scolaires. Donc, il faut là essayer de trouver de l'argent avec l'école, ce qui rend ça plus difficile nécessairement. On va revenir dans les solutions, là, mais Normand, comment est-ce que ce programme-là puis les autres deviennent des activités concrètement en classe? Je pense que c'est souvent là que ça accroche. Hein? Je vais voir le verre à moitié vide. On le remplira après, là, on y reviendra. Ça fait plus de 2 décennies, en fait, qu'on a des contenus en éducation aux médias dans nos programmes, à l'époque du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. Distillés à travers les différentes disciplines, domaine général de formation spécifique aux médias, on a adopté en 2019 le cadre de référentiel de la compétence numérique, pour ceux qui savent c'est quoi, dont le développement de l'esprit critique à l'égard du numérique, dont des contenus associés à la désinformation. On a adopté tout ça au travers des 20 dernières années. Tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est au programme en quelque sorte. C'est au programme. On a une longue tradition au Québec de s'intéresser à ces enjeux-là. On ne s'intéresse pas beaucoup aux conditions de déploiement des enseignements en milieu scolaire et des conditions gagnantes pour que les profs puissent déployer correctement les contenus des programmes. On s'intéresse très peu à ces éléments-là et on s'intéresse très peu à donner aux enseignantes des moyens, des ressources, une valorisation professionnelle nécessaire pour qu'ils puissent accomplir leur mandat. Donc, le paradoxe est là. On a des discours programmatiques prescriptifs que j'estime être de bonne qualité. Moi, je salue d'ailleurs l'adoption du programme. Là où le bas blesse, c'est qu'on est beaucoup moins sérieux dans la réalisation de nos objectifs communs. Et là, maintenant, c'est un nouveau test. On a eu plusieurs tests dans le passé qu'on a plus ou moins réussi. L'adoption du programme, pour moi, est un nouveau test pour voir la volonté des pouvoirs publics à transférer des intentions pédagogiques, des intentions éducatives en réelle capacité de développer l'esprit critique de nos jeunes sur des éléments clés là, du vivre ensemble démocratique. On parle beaucoup des jeunes, mais Mélissa, les adultes, il ne faut pas les négliger non plus dans la littératie médiatique, de savoir comment les médias fonctionnent. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Comment on peut faire ça? Mélissa, as-tu des idées? Bien, l'autre jour, tu proposais d'abonner tous les Québécois à Québec Science. Je trouvais que c'était déjà... Tous les Québécois, chaque année, absolument. Pourquoi pas? Mais réalistement, est-ce qu'il y aurait d'autres mesures qu'on pourrait mettre en place, même si celle-là est bonne? Oui, des mesures concrètes, je ne sais pas, mais ce que j'aimerais ajouter, en fait, pour le verre à moitié plein, mettons, que ce serait ma contribution, c'est que... Merci. Parce que les données que tu as présentées en introduction sur la confiance envers les contenus partagés par les médias, moi, ça me touche profondément de voir ça. Je trouve ça grave, en fait. Je trouve ça très grave. Comme journaliste, ça vient vraiment... T'as cherché. Oui, c'est ça. Je trouve ça très préoccupant. Puis... D'ailleurs, récemment, il y avait une chronique de Raphaël Germain dans la presse qui disait qu'elle était complètement saturée de nouvelles. On l'entend souvent qu'il y a comme une fatigue par rapport aux actualités. Autant pendant la pandémie, il y a eu des records incroyables de fréquentation de plusieurs sites de médias. Là, il y avait vraiment un grand intérêt pour savoir qu'est-ce qui se passait. Les dernières mesures, on voulait les avoir. Là, il y a une grande fatigue. Puis Raphaël Germain racontait dans l'article que consulte à peu près plus grand-chose, sauf les sections sciences des médias. Donc, je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle, on s'entend, mais je pense que le côté science, des fois, il y a un côté un peu porteur d'espoir, il y a des choses qu'on a envie de comprendre. Donc, peut-être que les actualités scientifiques ont peut-être des fois un petit avantage de ce côté-là, mais pour l'ensemble de l'actualité du monde de l'information, on le sait, l'information, c'est un chien de garde de la démocratie, tellement important. Donc, c'est l'essence pour la démocratie, comme le disait Philippe Dubois tout à l'heure. Voilà. Je pense aussi à Jean-François Clich du Soleil qui mentionnait il y a quelques années que les articles de science étaient parmi ceux qui scoraient le plus au Soleil. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais parlant de science, parlons de littératie scientifique, de comment la science fonctionne. Élise, la formation scientifique des profs, commençons par le primaire, ça a l'air de quoi? Oui, donc pour ce qui est des futures personnes enseignantes donc qui se font leurs études
au baccalauréat. On parle au primaire, là, dans les meilleures universités, ils offrent 2 cours de 3 crédits. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de temps. Puis, c'est des cours qui sont souvent utilisés pour apprendre comment enseigner les sciences, mais surtout sur les connaissances, donc des fois qui peuvent... c'est normal, hein, quand on arrive prof au primaire, on doit être généraliste de tout, donc c'est normal aussi de passer beaucoup de temps sur les connaissances qu'on va devoir enseigner, mais très peu, ça laisse pas beaucoup de temps, en fait, pour les chargés de cours, les professeurs, d'enseigner le processus scientifique aux futures personnes enseignantes, les outiller, leur donner vraiment des pistes de solutions avec leurs élèves pour mieux enseigner le processus scientifique, mieux enseigner comment est-ce que je dois être critique par rapport aux médias à leurs élèves. Donc, je pense que ça laisse peu de temps pour faire ça. Puis c'est un peu le même problème dans le programme de formation d'école québécoise au secondaire en sciences et technologies, où là aussi, le programme est hyper chargé de par cœur et l'examen ministériel de 4e secondaire n'évalue que du par cœur. Finalement, ça aussi, c'est un problème, Élise. Oui, il y a beaucoup de profs au secondaire qui disent la même chose en sciences. J'aimerais vraiment pouvoir enseigner à mes élèves le processus scientifique, mais je me sens pris dans le programme. Je me sens que j'ai pas le choix de leur enseigner énormément de connaissances pour satisfaire à un examen qui servira pas à grand-chose tout le temps. Puis, ben, c'est sûr que les élèves, quand on leur enseigne les sciences comme si ce n'était que des connaissances... Ouais. Ça en prend des connaissances, ça en prend du par cœur, mais il y a autre chose aussi, voilà. Mais quand on fait que des connaissances, ben à ce moment-là, les élèves sont moins critiques parce qu'ils pensent que les sciences, ça vient du ciel, donc c'est d'un coup, ça s'est fait sans problème, sans incertitude, sans personne qui ont argumenté, ce qui n'est pas le cas. Les scientifiques argumentent, les scientifiques prennent le temps, ils ont beaucoup d'incertitudes lorsqu'ils créent de la science, puis ça enlève ça aux élèves, cette compréhension-là réelle des sciences. J'ajouterais, je regardais un peu dans la littérature scientifique, c'est quoi les trucs qui fonctionnent pour justement transmettre l'amour des sciences? Puis il y a tout ce qui est très les mains dedans. À la pâte, ouais. C'est ça. Les mains à la pâte, on veut toucher des choses, on veut voir, sentir. Donc, il y a tout le côté expérience qui est important, je pense, chez les jeunes. Absolument. Puis qu'on a de la misère à mettre en place, comme le disait Normand tout à l'heure. Le temps est souvent limité en classe. On va ouvrir les questions dans un instant. Donc, préparez-vous à lever les mains. Les gens à la maison, QA, QR, dans votre application Zoom, n'hésitez pas à commencer à entrer les questions. Elles vont me être transférées. J'aimerais juste revenir à notre verre à moitié plein avant de prendre les questions parce que il y a une annonce qui a été faite au dernier congrès de l'Association des enseignants pour l'enseignement des sciences et de la technologie au Québec. Le programme de sciences et technologies au primaire et au secondaire va être révisé dans les prochaines années. Le ministre Drainville en a fait l'annonce. Là, on a une belle occasion là, de refaire les choses comme il faut. Quelles sont les erreurs qu'on ne devrait pas répéter dans ce nouveau programme-là? J'ai envie de lancer la question à vous trois. Qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans le prochain programme de sciences et technologies absolument? Élise? Ouais, je vais commencer. Je me sens un peu concernée. Je pense que qu'est-ce qu'on a beaucoup espoir, c'est un peu plus de place pour les enseignants, de leur permettre d'enseigner des stratégies, le processus, de vraiment prendre le temps. Je vais vous donner un exemple là, ici là, qui permet de bien comprendre 2 types, donc pour les mêmes connaissances, 2 types de façon d'enseigner. Si je prends par exemple le transfert de chaleur, je pourrais dire à mes élèves au niveau primaire, voici tel verre, voici un autre verre, je mets 2 thermomètres, puis je regarde lequel perd sa chaleur le plus rapidement. Bien, c'est sûr que oui, ils vont voir les connaissances de la perte de chaleur, puis de l'isolant, mais si à la place, je leur dis, je m'en vais monter le Mont Freud, il fait froid, quel contenant je devrais utiliser? Trouvez vous-même vos solutions, trouvez vous-même comment vous allez faire votre démarche, comment vous allez récolter vos résultats. Bien, à ce moment-là, on est quand même dans un moment où est-ce qu'ils vont comprendre un peu plus le processus scientifique, qu'ils vont faire des erreurs, que leurs collègues de classe vont devoir dire « mais tu as fait une erreur » et qu'ils vont devoir réviser leur démarche. Donc, je pense que ça serait bien que le nouveau programme puisse offrir ça, aussi plus de place aux experts. Là, je parle aussi en tant que représentante de la STQ, donc c'était Camille qui était invitée, mais elle est à la COP 28 à Dubaï sur le changement climatique, donc l'action climatique. Mais pour la STQ, je pense qu'on veut vraiment que le programme puisse permettre aux enseignants d'avoir une liberté, d'avoir justement ce dialogue-là avec les experts scientifiques. Je pense que c'est vraiment... Puis avoir aussi plus de place sur des questions socialement vives, comme les bouleversements climatiques. Ça a été quand même un gros nerf de guerre qu'on a fait à l'association. Beaucoup d'experts qui sont membres de l'association
pour l'enseignement de la science et technologie, le souligne que le débat, ça fait partie d'un cours de sciences. On peut avoir un débat dans un cours de sciences. Normand, peut-être si on y va dans l'ordre des panélistes? En fait, je serais plus à l'aise de parler pour la littératie médiatique, un peu moins pour ce qui touche à la science. Au Québec, je ne sais pas ceux et celles qui sont familiers avec le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Levez la main ceux qui connaissent le centre à l'heure actuelle. On a d'ailleurs Ève Baudin qui est là, qui représente le centre aujourd'hui. Hein? Merveilleux. Très certainement que le centre répond à un besoin criant des milieux éducatifs au Québec. Les formations sont un grand succès. On avance dans ce domaine-là. Ça fait des années que les gens du centre portent leur initiative à bout de bras, de manière souvent bénévole, soir et week-end, en travaillant par passion, par cœur, par intérêt, par conscience. Il serait peut-être temps au Québec qu'on commence à pérenniser l'affaire. Moi, c'est ce que je pense, qu'on commence à pérenniser le travail du centre, mais également qu'on commence à se poser la question des conditions réelles de pratique pour le développement de la littératie médiatique à l'école, c'est-à-dire révision de la formation des futurs enseignants, c'est-à-dire évaluation obligatoire au bulletin. Je ne peux pas mettre suffisamment l'emphase sur l'importance d'évaluer ces compétences-là. Une discipline est jugée crédible lorsqu'elle est évaluée en milieu scolaire. Donner du temps, donner des ressources, donner du support. À partir de ces conditions structurelles-là, on va créer de la magie. À main levée, mettons dans la salle, à main levée, qui a déjà utilisé ChatGPT dans son travail? Ah voilà, c'est pas mal la moitié. Je pense qu'on est près du compte. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir, je public en délire. Oui. Je vous rassure, ceux qui n'ont pas trouvé les bonnes réponses, incluant nos panélistes, il y a eu une très petite étude prépubliée qui a été rapportée par l'agence Science Presse qui mentionnait que environ le tiers des abstracts, des résumés d'articles scientifiques qui avaient été écrits par ChatGPT étaient considérés réalistes par des chercheurs. Si vous vous êtes trompé, rassurez-vous donc. C'est difficile de faire la différence entre ce qui vient de l'intelligence artificielle et ce qui vient de vrais humains. Ils nous copient de mieux en mieux. Et on va réfléchir à tout ça ensemble avec un panel qui va faire à nouveau preuve d'esprit critique maintenant qu'on sait mieux ce que c'est. On a avec nous, mesdames et messieurs, Nicolas Garneau, qu'on va applaudir. Oui, c'est le moment d'applaudir. Chercheur postdoctoral à l'Université de Copenhague. On a également Jean-Hugues Roy avec nous. On applaudit. Professeur-chercheur en journalisme à l'École des médias de l'UQAM. Et on a un duo avec nous. Emmanuelle Parent, qui est cofondatrice et directrice générale et recherche de l'organisme Le Ciel, qui est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, qui sensibilise aux enjeux de santé mentale dans le milieu du numérique. On applaudit. Et bien, sa collègue Véronique Bolduc, qui est coordonnatrice aux relations scolaires et communication. Alors, la désinformation puis les manipulations de l'image, c'est pas nouveau. Il y a Staline qui faisait retirer des photos officielles des membres du parti qui avaient été retirées. Mais les technologies de l'information, des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle sont dans juste une nouvelle ligue. Staline et Photoshop peuvent aller se rhabiller. Alors, on va voir à quel point la désinformation peut circuler sur les médias sociaux et l'intelligence artificielle. Mais j'ai envie de commencer avec les médias sociaux parce qu'on le sait, elles exploitent nos failles psychologiques, hein, Emmanuel et Véronique, n'est-ce pas, Emmanuel? Ah oui, je parlerai pas ici de mes failles psychologiques. Oui, comment ils exploitent nos failles psychologiques? Non, je ne parlais pas de tes failles à toi. Non, comment les médias sociaux se servent de nos failles psychologiques? C'est plus ça la question. Tout à fait. Tu sais, quand on pense aux réseaux sociaux, des fois on se demande est-ce que YouTube est un réseau social? Est-ce qu'on parle seulement de Facebook, Meta? Ici, on parle de n'importe quelle plateforme où le contenu est généré par les utilisateurs, que ce soit vidéo, images, etc. Et puis, pour qu'on génère du contenu, il va y avoir un design qui est mis en place pour nous inviter à générer du contenu. Puis là-dessus, des fois, on va jouer sur certaines failles, comme justement le fait qu'on va mettre en haut, en gros, exprimez-vous. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je ne sais pas ceux qui étaient là au début de Facebook, c'était ça. Ou sur Twitter, c'est le monde en live, c'est le monde de l'actualité. Dites quelque chose. Donc, on nous invite à nous exprimer. On va nous inciter à poser certaines actions parce que le modèle économique des réseaux sociaux, qui sont quand même des entreprises privées, est basé sur les données qu'on va projeter. Donc, c'est sûr que nos comportements peuvent être orientés de cette manière-là.
mais ils peuvent l'être aussi quand on regarde du contenu, pas juste quand on s'exprime. Fait que je pense qu'on aura la chance de rentrer plus en profondeur là-dessus. Absolument, un portrait du milieu. Puis les gars, messieurs, si vous voulez prendre vos micros, Jean-Hugues, j'ai envie de poursuivre avec toi. On parlait du modèle d'affaires de Facebook qui a banni les nouvelles des médias traditionnels il y a quelques mois. J'ai lu dans la presse que vous avez étudié 25 000 pages Facebook administrées par des utilisateurs au Canada. Il s'est passé quoi sur Facebook depuis qu'on a retiré les nouvelles des médias d'information? Bon, je pense que les gens qui sont... Moi, je continue à y aller dans Facebook, puis je trouve que l'expérience que je vis sur cette plateforme-là s'est appauvrie, malheureusement. Facebook, c'était fantastique quand c'est apparu, parce que ça nous informait comme en cercle concentrique. Ça nous disait d'abord ce que nos amis font, nos proches. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans notre communauté, notre ville, notre province, notre pays, puis le monde entier. Il y avait tout ça sur une même plateforme. C'était extraordinaire, là. C'est comme un super média. Mais maintenant, les cercles les plus éloignés, il n'y a plus rien. Pratiquement plus rien. C'est juste les cercles tout près. Hein? C'est des naissances, des décès, c'est tout ce qu'on voit maintenant. Beaucoup de publicité. C'est devenu un peu un marché aux puces. Il y a encore... Puis il y a des contenus viraux. Donc, c'est ça. Moi, quand l'Australie... Donc, le blocage des nouvelles qu'on vit ici, l'Australie l'a vécu, mais juste pendant une semaine, en 2021. Quand ils l'ont fait, moi, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passerait s'ils faisaient la même chose au Canada, tu sais, donc en 2021. Ouais. Donc, j'ai fait une étude avec des millions de posts Facebook au Canada, en Belgique, en France, en Suisse, des posts en français. Et là, j'ai retranché les publications Facebook des médias, OK? Et j'ai regardé qu'est-ce qui reste. Puis au Canada, je m'attendais à trouver beaucoup de désinformation, puis il n'y en avait pas tant que ça, finalement. Il y avait beaucoup de contenus religieux, ça m'a surpris. Okay. Des contenus viraux, beaucoup, tu sais. Et je me suis dit, ce ne sera pas si terrible que ça si Facebook faisait la même chose au Canada. Mais là, sauf qu'on le voit, tu sais, on le vit depuis le mois d'août, depuis quelques mois. Puis c'est pas si bénin que ça, finalement, l'absence d'informations dans Facebook. Les contenus viraux là, qui circulent beaucoup peuvent parfois être toxiques. Toxiques dans le sens que il y a des gens qui font ça, c'est leur spécialité de publier, de produire des contenus viraux. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des contenus journalistiques, mais ils y ajoutent... ils y traficotent, ils veulent rendre ça juste un peu plus, inciter les gens à cliquer, tu sais. Donc, ils ajoutent des éléments qui sont carrément faux ou mensongers ou trompeurs. Et c'est dans ce sens-là que Facebook sans information, à long terme, là, pour moi, ça va être toxique. C'est toxique. On pourra revenir plus tard sur ce qu'on peut faire avec Facebook, mais avec d'autres géants du web aussi. Mais j'ai envie de revenir à notre verre à moitié plein. Je vais peut-être me tourner vers Véronique. Est-ce qu'il y a quand même des côtés positifs aux médias sociaux? Est-ce qu'il y a des voix qu'on peut entendre maintenant qu'on n'entendait pas avant leur apparition, même encore aujourd'hui en 2023? Là? Oui, certainement. Mais nous, dans au ciel, on fait des ateliers dans les écoles secondaires, dans les écoles aussi primaires. Puis, une chose qu'on entend beaucoup des jeunes nous parler, puis qui est vraiment un aspect positif des médias sociaux, c'est le fait que sur les médias sociaux, ils sentent qu'ils sont entendus, que c'est la seule endroit où leur voix compte réellement, où on leur dit pas quoi faire. Donc, tu sais, quand on est enfant, quand on est ado, on est constamment en train de nous dire tu peux faire ci, tu peux pas faire ça, mais d'avoir ces espaces-là pour eux où ils ont la chance de pouvoir s'exprimer librement sur les sujets qui leur tiennent à cœur, c'est quand même vraiment important. Puis au-delà aussi des jeunes, on le voit avec différentes causes aussi, des fois certaines causes qui sont peut-être moins médiatisées ou du moins qui sont pas dans l'actualité politique actuelle, qui peuvent quand même être mis de l'avant. Je pense beaucoup, par exemple, aux causes féministes qu'on peut voir. Il y a tout ce qui est aussi Black Lives Matter, les MeToo qui ont qu'on a vu apparaître sur les médias sociaux dans les dernières années. Donc, en effet, ça peut vraiment donner là, une voix à des populations qui se font moins entendre. OK. Jean-Hugues, il y a du bon quand même aux réseaux sociaux. Oui. Il y en a quand même, il faut le dire, il faut le souligner. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, sur Facebook, on avait de l'information sur tous les aspects de du monde qui nous entoure. Puis c'est vrai que ce que tu dis, les jeunes ont une voix sur les réseaux sociaux. Oui, il faut le reconnaître. Joyce Echaquan, est-ce qu'on en aurait entendu parler si elle n'avait pas
pu relayer son message à travers Facebook. Donc, oui, ça a du bon, ça peut avoir du bon dans notre vie. L'abus dans le milieu hospitalier, on peut le soulever, le souligner grâce aux réseaux sociaux. J'ai envie de me tourner, on dresse un portrait global des médias sociaux et de l'intelligence artificielle. On pourra revenir dans les questions un peu plus dans les détails, mais de me tourner vers l'intelligence artificielle avec Nicolas, bonjour, qui est un expert en IA génératrice de texte. Fait ChatGPT, les intelligences de ce type-là, tu les connais bien. On a même plusieurs personnes qui l'utilisent dans la salle. En 2 mots, comment fonctionnent les intelligences artificielles génératrices de texte? Et là, je sais que c'est un gros défi parce que c'est pas simple. Peut-être en 2 phrases. Quelques mots. Ouais. En 2 phrases? 2 phrases, mettons, 2 mots et quart. Essentiellement, c'est la fondation de ce style de modèle-là, c'est excessivement simple. C'est des modèles qui sont entraînés à prédire le prochain mot dans une phrase. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une couple de couches par-dessus tout ça pour les améliorer, mais il y a quelques années, puis je parle de... ChatGPT est sorti l'année passée. Avant ça, les modèles, on appelle ça des modèles de langue, c'était entraîné sur un corpus de texte à prédire le prochain mot dans une phrase. Essentiellement, c'est la seule chose à laquelle ça aspire. Et maintenant, ils sont rendus capables de générer... En fait, si je suis capable de prédire le prochain mot dans une phrase, je suis capable de générer du texte au final. Et c'est comme ça qu'on va obtenir ce genre de générateur de texte-là. À l'époque, quand je travaillais avec ce genre de techno-là pendant mon doctorat, j'avais été capable de cloner un peu les différents styles, différents auteurs, mais pas de là à arriver à berner certaines personnes, comme ChatGPT pourrait le faire maintenant. Donc, avec les capacités computationnelles avec lesquelles on est rendu, ou plutôt avec lesquelles les grosses entreprises sont rendues, on peut entraîner ces modèles-là sur un volume de données épouvantable. Et on apprend, au final, c'est des modèles qui apprennent des patrons de caractéristiques. Et maintenant, ChatGPT est capable de produire du texte auquel même l'humain va s'y méprendre. Là. On l'a vu tout à l'heure, on s'est fait laisser berner par certains titres, effectivement, avec ChatGPT. Oui, Jean-Hugues? Oui, juste pour faire du pouce sur ce que tu disais. Avant que ChatGPT sorte, il y avait un ChatGPT... un sandbox, là, il y avait moyen de l'utiliser. On pouvait le tester. Un lab, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Et on pouvait entraîner, donc on pouvait fournir des textes. Moi, je m'amusais à fournir des chroniques de Mathieu Bock-Côté, donc pour berner les étudiants, les étudiantes. Là. Puis c'était assez bien fait. C'était déroutant. Puis, évidemment, ça marche un peu comme nous, on apprend. Finalement, moi, j'apprends à mon petit garçon la différence entre un avion puis un bateau, puis je lui montre des images de chacun, puis je lui dis qu'est-ce qui est quoi. Puis ça vient apprendre, mais on ne sait pas trop comment il fait la différence, puis comment il apprend. Il y a un peu une boîte noire avant de revenir à Emmanuel. C'est une boîte noire, on ne sait pas comment ça fonctionne au-delà des grands principes, Nicolas. Hein? On va comprendre, les entreprises comme Meta, Google, qui ont ce genre de modèle-là, in-house, vont rendre disponible un peu comment ils ont construit l'architecture. Puis, au niveau de la recherche, on comprend les réseaux de neurones derrière ça, l'apprentissage qui est fait, la descente des gradients, ainsi de suite. Une des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne va pas totalement comprendre, c'est après ça, les calculs mathématiques vont être produits par ce genre de modèle-là, mais aussi les données qui ont été utilisées pour entraîner ces machines-là, ces algorithmes-là. Puis les données, en fait, c'est ce qu'on va appeler, Timnit Gebru les appelait les stochastic parrot. En fait, un ChatGPT va juste régurgiter l'information sur laquelle il a été entraîné au final. Donc, les données d'entraînement sont hyper importantes, mais c'est le seul... En fait, on ne va pas plus loin que les données d'entraînement pour un modèle de ce style-là. Et la qualité des données peut varier d'un modèle à l'autre. Emmanuel, tu voulais ajouter? Ben oui, en fait, juste pour réconcilier un peu les médias sociaux puis l'IA, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle avec les générateurs de texte qui sont de plus en plus performants, mais en fait, depuis le début qu'on utilise les réseaux sociaux, que l'IA, elle est présente. Si aujourd'hui, on ouvre tout notre X, Instagram, Facebook, ben on va tout avoir un contenu
sélectionné spécialement pour nous qui va apparaître dans notre écran. Puis ça, ben c'est déterminé par un algorithme qui est géré par une intelligence artificielle de chacune des plateformes. Donc, quand on pose la question sur les boîtes noires à laquelle Nicolas vient de répondre, ben ça s'applique aussi aux réseaux sociaux parce que au début, quand on a parlé de c'est quoi un mot de la démocratie, il y a le mot participation qui est sorti, le mot liberté. Puis les réseaux sociaux vont beaucoup dire qu'ils permettent une certaine liberté d'expression, mais en fait, ils contrôlent quand même le contenu qui va être présenté à nous. Puis on le sait pas trop, en fait, comment ils choisissent ça. Ils nous disent, c'est parce que c'est basé sur tes derniers comportements, sur qu'est-ce que t'aimes. Mais on n'a pas plus de détails que ça. Donc, oui, OK, c'est une liberté, mais qui est quand même très modérée. Là. Et ça en est une menace, en quelque sorte, à la démocratie, finalement, à la liberté d'expression. Ces intelligences artificielles-là dont on ne sait pas le fonctionnement. À quel point ça en est une menace, puis à quel point on ne peut pas s'en passer non plus aujourd'hui. C'est un peu ça qui est le souci, le problème. Hein? Je ne sais pas, Nicolas, à quel point ces intelligences, toi tu connais bien ces intelligences artificielles-là, à quel point elles menacent notre démocratie? C'est une excellente question. Je pense que un des problèmes, puis si on parle un peu de démocratie, puis de flux d'informations, de désinformation, ainsi de suite, le problème avec les modèles génératifs, c'est qu'on va avoir un flot d'informations qui va commencer à se produire d'une façon, à une vitesse fulgurante. Là. Demain matin, je peux écrire un paquet de nouvelles automatiquement avec ChatGPT et lui donner une stylistique quelconque, véhiculer un message que je corrobore pas nécessairement. Et puis, je peux m'amuser à publier ça n'importe où. C'est un peu Puis la désinformation ou en fait, l'apparition d'informations, ça date pas d'hier, mais c'est avec ce genre d'outils-là. C'est un peu le volume qui vient d'augmenter considérablement puis très rapidement. Donc, on parlait tout à l'heure d'être enseveli sous la quantité d'informations, mais ça risque pas de s'améliorer, Jean-Hugues? Non, puis on en parle, oui, comme d'une menace, mais ça, bon, je l'ai dit tantôt, ça apporte aussi des bienfaits dans nos vies, tout ça, tous ces outils-là, les outils d'intelligence artificielle générative, les réseaux sociaux, bien, ça peut aussi, comme toute technologie qui est apparue dans l'histoire de l'humanité, ça a des effets délétères. Tu sais, je veux dire, à grand pouvoir vient une grande responsabilité. C'est un outil puissant, mais qui peut servir de différentes façons, évidemment. Le principe de Spider-Man, effectivement. Voilà. Donc, les entreprises, pour l'instant, on s'attend à ce que ce soit des entreprises privées qui les prennent, leurs responsabilités. Puis elles ont fait, au cours des 10 dernières années, je pense, la démonstration qu'elles ne sont pas capables de prendre ces responsabilités-là. Fait que je pense que là, on est rendu au point où il faut réglementer. Comment? On peut en débattre. Mais je pense que c'est là qu'on est rendu. Puis on voit qu'elle ne se laisse pas faire. On l'a vu avec la loi C-18 sur les nouvelles en ligne. Elles se laissent pas. Elles sont difficiles à dompter, ces entreprises-là, mais je pense que c'est ça qu'on attend là, de nos politiciens. Peut-être qu'on peut en parler tout de suite de la loi C-18. Je mentionne que la période de questions va s'ouvrir dans un instant. Je rappelle notre deal, civisme et civilité, puis ça va super bien jusqu'à maintenant. Mais peut-être qu'on peut rappeler C-18, Jean-Hugues. Qu'est-ce qu'il y a dans C-18 et en quelques mots, là, mettons 2 phrases et demie? La loi sur les nouvelles en ligne, ben, c'est une loi qui demandait à Meta et à Google, Alphabet, là, de partager une partie de leurs considérables revenus avec les entreprises de presse au Canada là, pour aider à financer le journalisme au pays, le journalisme dans l'intérêt public. Bon, on a vu que Meta, le problème, c'est que la loi s'appliquait à des intermédiaires de nouvelles numériques. Tu sais, elle ne nommait ni Meta, elle ne nommait pas Google là, dans son texte. Donc, les intermédiaires de nouvelles numériques, c'était ça. Alors, ce que Meta a fait, elle dit, c'est facile. On a juste enlevé les nouvelles de notre plateforme et la loi ne s'applique plus à nous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis comment se passe Facebook depuis que les nouvelles ont été retirées, Jean-Hugues, avant d'aller vers Depuis que les nouvelles se sont... Bon, là, au Canada, ils ont tout bloqué, mais ailleurs, en Europe, ils se retirent d'initiatives dans lesquelles ils s'étaient engagés pour soutenir le journalisme, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde. Il y a plein de gestionnaires de réseaux sociaux dans les médias qui disent « Hey, nos contenus, ils voyagent pas mal moins bien dans Facebook. » Donc, beaucoup de... Facebook semble mettre le couvercle sur les contenus journalistiques, mais je pense que c'est bon pour le modèle d'affaires de Facebook, puisque au 3e trimestre de 2023, selon ces rapports financiers, ça a été le meilleur trimestre ever
de l'histoire de Facebook. Que ce soit sur le plan des revenus, là, sur le plan du chiffre d'affaires, que sur le plan des bénéfices, là, des profits. Peut-être avant d'aller vers les autres panélistes, mais qu'est-ce qui fait que Facebook s'obstine autant au Canada alors qu'ils ont eu des ententes avec l'Australie, par exemple? Pourquoi au Canada, c'est si difficile de réguler d'avoir une entente avec Facebook? Pour deux raisons, je pense, parce que d'abord, ils se désengagent. Gérer l'information pour Meta, c'est rendu trop compliqué. Ils aiment mieux mettre une croix là-dessus. Au Canada, parce qu'il y avait ces 18, ils ont carrément retiré les contenus journalistiques, mais aussi, ils veulent faire du Canada en quelque sorte un exemple. Il y a d'autres pays qui ont des lois en chantier, des lois semblables. En Californie, entre autres. Le siège social de Google et de Meta est en Californie. Ils veulent surtout pas que la Californie adopte un projet de loi qui irait dans le même sens, qui les forcerait à partager leurs revenus. Et, donc, à quel point Meta essaie pas d'avoir la ligne dure avec le Canada parce que d'autres lois tentent d'être passées ailleurs, notamment en Californie. Cela dit, il y a des pays, il y a des unions des unions de pays qui ont légiféré efficacement. Moi, je pense entre autres à des fausses vidéos du Hamas qui ont circulé sur X, anciennement Twitter. Et X pourrait recevoir des amendes s'il s'avère qu'il y a de la désinformation qui a été régulée. L'Union européenne a régulé. Emmanuel, c'est possible de le faire, de réguler les géants du Web? Oui, tout à fait. Puis l'Union européenne a comme un poids un peu supérieur au Canada. C'est sûr que ça l'aide. Puis ils ont une expérience aussi dans la réglementation de ça. Ils ont déjà commencé à réfléchir aussi à une réglementation de l'IA, là, notamment. Mais puis on le voit aussi, on parle beaucoup d'information en ce moment en parlant des médias institutionnels, mais l'information, c'est aussi vous, moi, qui la partageons. Puis c'est sûr que moi, dans mon angle, je parle des jeunes avec qui on parle dans nos ateliers, dans les écoles, où pour eux, en tout cas, le blocage de nouvelles n'a pas nécessairement changé leur pratique médiatique, où ils scrollent encore sur Facebook. En fait, ils sont pas pantoute sur Facebook. Un autre média social. En fait, où ils sont sur TikTok, sur les Reels, Instagram, etc. Puis eux, ils disent, je continue quand même de m'informer. Une des raisons pourquoi j'aime les réseaux sociaux, c'est parce que j'apprends. Mais ils vont aller peut-être des fois directement à la source. Donc, ils vont suivre une médecin psychiatre qui fait des vidéos sur TikTok. Ils vont suivre quelque chose sur un sujet particulier parce que, mettons, ils s'intéressent à l'environnement là, dont on parlait tantôt. Et puis, il y a des pays, donc on revient à l'Europe comme la France, qui a dit, on va en fait, les personnes qui ont un grand public et qui se font payer par des marques pour parler d'un produit, eux, il va falloir qu'ils respectent une certaine réglementation. Ouais. Donc, c'est des législations comme ça qui sont créatives puis qui assurent des fois de prévenir des méfaits comme un jeune ou un adulte qui essaierait un produit recommandé par une personnalité publique qui aime beaucoup puis qui est dommageable pour sa santé ou son bien-être. Il y a moins d'agir. C'est rassurant. On peut peut-être donner la parole juste en avant, là, au milieu, Frédéric, pendant que je pose ma prochaine question. Je veux juste me tourner vers Nicolas rapidement. On parle d'intelligence artificielle qui vont produire notamment des vidéos truquées. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à détecter les fausses nouvelles produites par l'intelligence artificielle? C'est une option. J'ai lu, entre autres, le 7 novembre dernier, dans le Scientific American, il y avait une nouvelle application qui détectait 100% des articles scientifiques de chimie écrits par ChatGPT, ce qui n'est pas le cas des experts dans le domaine. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une solution pour l'intelligence artificielle? Je pense que c'est une partie de solution, effectivement, mais on va toujours être un peu dans une espèce de jeu de chat et de la souris, où est-ce que, au moment où est-ce qu'on va avoir un IA qui regarde détecter des fausses nouvelles ou des fausses vidéos, on va avoir le plus gros joueur, Meta, qui va nous sortir un autre modèle l'année prochaine qui va être encore meilleur pour faire la génération, qui va être encore plus dur à détecter. Et on va encore avoir d'autres chercheurs qui vont vouloir faire la détection également. C'est un peu un jeu de chat et la souris comme ça. C'est des bébites qui mutent à chaque année. On peut appeler ça des virus, puis il faut essayer tout le temps de un peu les apprivoiser, être capable de les détecter, mais
ça va juste devenir de plus en plus performant. Comme des bactéries pour lesquelles on développe des nouveaux médicaments, des nouveaux antibiotiques, il y a de la résistance, c'est un combat sans fin. Jean-Hugues? C'est comme une course aux armements, exactement. Ça finit plus. J'ai fait une expérience, justement. J'ai essayé un outil qui s'appelle GPT-0, avec 3 catégories de textes, des textes écrits par des humains pour vrai, d'autres qui étaient écrits par ChatGPT et d'autres, un mélange des deux. C'est commencé par un humain, puis complété par ChatGPT. Et GPT-0 a échoué au test. Je veux dire, autant des tests, c'est bon, il a fait moins de faux négatifs, c'est-à-dire il a moins déterminé que des textes écrits par des humains étaient générés par l'intelligence artificielle, mais le contraire est arrivé beaucoup plus souvent. Bref, je ne pense... On pourrait s'en... La blockchain pourrait peut-être être une solution. Il faut d'en discuter après. Voilà, l'information locale, l'information régionale, ça m'apparaît en danger, là, en voie de disparition là, de plus en plus. Les coops de l'information, vous les connaissez sans doute, j'espère. Les journaux, 6 journaux à Québec, Sherbrooke, Granby, Gatineau. Ils viennent de réduire par un programme de départ volontaire 1/3 de leur main-d'œuvre. Oui, il y a beaucoup de monde qui était impliqué dans la production du papier. Là. Le papier va disparaître. Ils n'imprimeront plus rien, mais il y a quand même des journalistes. Donc, leur salle de presse va disparaître. Il y a Cogeco aussi, qui a des salles de presse. Quelques journalistes dans différentes régions du Québec. Ça, c'est très, très menacé. Moi, ça me fait... Donc, le fait que C18, la loi sur les nouvelles en ligne, ne soit pas adoptée, qu'on ne puisse pas aller chercher de l'argent auprès d'entreprises qui en ont fait pendant de nombreuses années grâce à l'information qui circulait sur leur... qui permettait de partager. Ça me fait craindre pour l'avenir de l'information de proximité. Oui, encore une fois, moi, je vais comme amener le côté pas média institutionnel, mais si on parle d'information, de proximité, quelque chose qu'on entend souvent, encore une fois, lorsqu'on parle, des jeunes, c'est de dire, ils ne consomment pas, ils regardent pas le téléjournal, ils vont pas lire le journal non plus, les médias traditionnels, qu'est-ce qui se passe? Puis, mettons, je sais pas si on peut parler de micro-proximité, mais quand tu vas quand tu allumes la télé ou que tu vois que tes parents regardent la télé puis que ce qu'ils regardent ne te rejoint pas et que tu allumes l'appareil qui est tout le temps dans tes poches, que ces mêmes parents t'ont offert pour ta sécurité. Donc, pour que tu restes en contact avec eux puis que tu vois des gens qui te ressemblent, des gens qui parlent comme toi, qui ont une vie comme la tienne, c'est sûr que quand on est adulte, on dit, voyons que tu regardes quelqu'un qui est en live TikTok en train de parler de sa routine de beauté, mais tu dis, mais c'est ça ma vie, c'est ça, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Donc, cette proximité-là, en même temps qu'on la délaisserait de ce que j'entends ici chez les médias régionaux, on la regagne avec des individus. Mais après, il ne faut pas tout mélanger entre l'information qui vient d'individus puis l'information qui vient d'institutions. Puis pour moi, il y a des fois on parlait de littératie là, tantôt. On revient à ça. C'est quoi la différence entre un média puis quelqu'un qui me parle dans mon écran? Je comprends ce qu'Emmanuel dit, effectivement. Puis il y a des médias qui ont, dans les dernières années, je pense à RAD. C'est un projet. Projet de Radio-Canada, journalisme expérimental, oui. Oui, qui font, ça fait toujours de l'information, mais elle était distribuée dans Instagram surtout. Ouais. Ça rejoignait beaucoup les plus jeunes qui s'y reconnaissaient effectivement. Mais voyez-vous, c'est bloqué maintenant par Facebook, par Meta. Donc, les médias institutionnels, traditionnels, j'ose penser qu'ils en font des tentatives pour rejoindre les plus jeunes. Et là, voyez-vous, ils se font couper les jambes. Véronique? J'allais dire, comme RAD est encore présent sur YouTube, comme c'est pas bloqué encore là, donc YouTube Short, les longues vidéos, puis ils ont des codes d'écoute quand même assez impressionnantes pour des médias d'information comme écoutés par des jeunes. Puis YouTube, faut pas l'oublier, reste quand même la plateforme la plus populaire chez les enfants et les adolescents. Ouais. Encore. Donc, tu sais, on panique, c'est ça, la réalité, mais c'est encore présent, comme il y a encore certains médias. Donc, tu sais, un petit peu mon petit côté optimiste. Puis ensuite, pour peut-être faire du pouce là-dessus, on parle de proximité, les médias, mais tu sais, je pense une chose aussi, c'est, on cherche souvent que les jeunes ne sont pas intéressés. Puis là, je vais rejoindre un petit peu. Mais des fois, moi, je suis un peu comme, OK, ça va, là, la responsabilité sur les jeunes, on met tout le temps la responsabilité individuelle, mais tu sais, est-ce que les médias seraient en mesure de peut-être s'adapter, justement, de tester différents formats, de venir voir c'est quoi qui intéresse les jeunes pour comme les amener à vouloir s'intéresser à tout ça. Donc, moi, je relance un petit peu la balle, possiblement. On a déjà des médias qui pourront s'exprimer tout à l'heure. Peut-être Jean-Hugues? Mais c'est vrai, tu as raison que les médias ont se regardé. Il faut dire aussi que les entreprises de presse dans les dernières années, leurs revenus ont chuté. Il y a de moins en moins
d'êtres humains qui font de l'information. Va peut-être augmenter un peu prochainement. Je veux juste ramener à des solutions. Il y a une entente qui a été signée entre le gouvernement, ou en tout cas conclue avec le gouvernement canadien hier et Google, une enveloppe de 100 millions de dollars pour les médias canadiens. Les détails de comment ce à quoi l'argent va servir sont à dévoiler. Mais est-ce que c'est pas là une bonne nouvelle, Jean-Hugues? Oui, c'est plus un soulagement qu'un cadeau de Noël, là, à mon sens. Et 100 millions de dollars à l'échelle coast to coast. Au Québec, donc, on 20-25 millions. Comment ça va être distribué? On n'en a aucune idée. Ça va être un collectif qui va faire la distribution de l'argent, mais on n'a aucun détail. Est-ce que les médias vont chamailler, vont se chicaner publiquement pour avoir ces sommes-là? J'en ai aucune idée. Là.